pour pouvoir se nourrir, pour le logement bien évidemment, également de manière stratégique. Et du coup, l'enjeu, c'était d'arriver à discuter un peu plus clairement de cette question de dépendance qu'on a et qui est croissante de notre modèle de société à ces minerais. Et si on a pour objectif d'avoir, comme ce qu'on essaie de faire en petit aujourd'hui, ici, un débat citoyen éclairé, la question était la prise de conscience, au-delà de ce qu'on a déjà dit ce matin, des liens plus larges, plus imbriqués entre cette question des minerais et puis, on l'a évoqué un petit peu rapidement, la question économique et la question financière, et puis la question politique. Et du coup, d'arriver à explorer, de voir les interdépendances et ces interconnexions qu'il y a, pourquoi les minerais aujourd'hui sont un enjeu stratégique, quel espace de débat politique, citoyen, démocratique on a autour de ça. Donc ça va être l'objet de la première présentation. Je vais passer la parole à Ralph Kusters. Alors, il va se présenter lui-même dans sa présentation, donc je n'en fais pas trop, mais juste pour vous resituer qui il est chercheur et formateur au GRESEA, qui est le groupe de recherche pour une stratégie économique alternative, basé à Bruxelles, historien, journaliste d'investigation, et auteur d'un certain nombre de livres sur lesquels il reviendra. Donc on va explorer cette question-là dans un premier temps, et puis la deuxième question et la deuxième présentation avec William Sachet, qui va être sur la question du lien assez fort avec la question des marchés financiers, de la financiarisation de l'économie. Et William, pour le présenter rapidement, il est doctorant en sciences de l'atmosphère et des océans de l'université McGill, ingénieur de l'INPG. C'est pas ça? Mince. Bah, Pardon. Oui, formation, pardon. Il a un doctorat, excusez-moi, non pas doctorant. Et ingénieur INPG en hydraulique et en hydrologie, la honte, la honte. Il est candidat au doctorat en économie du développement de Flaxo Équateur, et c'est pour ça que je me suis trompé entre les deux, et co-auteur du livre Noir Canada, dont on pourra reparler tout à l'heure. Du coup, je propose de donner la parole à Raph. Je ne sais pas où tu es le mieux pour présenter. Tu veux rester ici ou je vais... Et où est passé le... Ici. Ah ben voilà, parfait. Tu es déjà équipé, donc vas-y. Merci Christophe. Bonjour tout le monde. Systex m'a demandé d'un peu contextualiser le secteur minier, le secteur extractif en Europe, mais en vous expliquant les grandes lignes de la politique européenne pour ce secteur. Tu m'as déjà en quelque sorte présenté. Je travaille essentiellement sur les matières premières et la géopolitique du secteur extractif avec tout ce que ça comporte, donc le secteur minier, mais également le pétrole et le gaz en moindre mesure. Surtout, je dirais, les métaux. Dans une perspective nord-sud, mais sud, il y a une télé au Venezuela qui s'appelle Telesur, qui a comme motto le sud est notre nord. C'est un peu le motto que j'ai adopté également. Je trouve ça très beau. Perspective sud, parce que depuis les années 80, j'ai surtout travaillé en Afrique. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille sur les matières premières. J'ai sorti un livre que vous allez trouver un exemplaire là devant, qui s'appelle Chasseurs de matières premières, avec des cas africains surtout. Il y a un cas colonial, la France au Mali. Il y a les phosphates du Sahara occidental. Il y a le lithium de la Bolivie. Je reviens sur le lithium plus tard. Et les terres rares, les grands conflits avec la Chine, entre autres, et le grand conflit avec la Chine aussi sur le fer. Ça, c'est les chapitres dans les grandes lignes de ce livre. L'année passée, j'ai fait un voyage d'études en Amérique du Sud, dans la partie sud du continent, les 5 pays. Et donc, il y aura un suivi, un autre livre en automne sur ce que j'appelle maintenant la démocratie des matières premières, Raw Materials Democracy. Et je pense que l'Amérique latine, l'Amérique du Sud est vraiment l'endroit pour se pencher sur ce sujet. Ça, c'est
les contraintes que je vois. Je dois être court. Donc, contrainte majeure actuellement. Tout d'abord, on a un modèle économique qui produit des biens de consommation à grande échelle. Donc, c'est une production massive. Je m'intéresse beaucoup aux véhicules, aux automobiles. Il y en a actuellement près d'1 milliard inscrits en totalité au monde. Vous voyez déjà le volume et les quantités et le nombre de matériaux différents que ça suppose. Donc la fabrication d'automobiles. On parle de plus en plus de chaînes de valeur mondialisées. La fabrication avec ce modèle, il est mondial. Elle est mondiale, elle est constituée d'une chaîne avec un grand nombre de phases, je trouve le mot, de maillons. Ce modèle, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais ça déjà, ça suppose également une injection, une utilisation de matières premières, déjà pour la logistique et les transportations. Deuxième contrainte, ou deuxième facteur de contrainte, contraignant, ça c'est l'urbanisation. Je cite très souvent une étude de McKinsey d'il y a 3 ans sur la Chine et l'urbanisation en Chine. Et McKinsey, à ce moment-là, disait qu'en 2025, il y aura 1 milliard de Chinois qui vivent dans les grandes agglomérations urbaines. Ces agglomérations sont pour une bonne partie en construction et ça suppose de nouveau un énorme volume de matériaux qui doivent être acheminés à ces sites de construction. Autre facteur, c'est plutôt un facteur technique ou de technologie, les performances des appareils que nous utilisons, les formats, la miniaturisation de ces appareils, le confort également dans les véhicules. Un véhicule d'un peu haut de gamme, je dirais actuellement, utilise 1,5 km de fil de cuivre. Immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, c'était à peine 50 mètres de fil de cuivre. Fil de cuivre, pourquoi ? Pour manipuler tous les gadgets dans les véhicules, pour ouvrir les fenêtres et tout ça. De nouveau, en liaison avec le nombre de véhicules, un énorme volume de cuivre, dans ce cas, qui doit être disponible. Et donc, la démographie, dernier facteur, une projection pour l'année 2100, on sera 11 milliards. C'est ce que disent les services des Nations Unies. Bon, ça c'est les grands facteurs contraignants. Demande croissante également, je l'ai mis ici en dessous de la page, disponibilité évidemment limitée. Pour les métaux, c'est différent pour le secteur agricole, où on produit des matières premières renouvelables. Les métaux ne sont pas renouvelables. Donc, on connaît un certain nombre de réserves, mais les réserves sont limitées. Ça pose immédiatement une question qui est primordiale pour moi, qui est propriétaire de ces matières premières. Il y a un grand principe adopté par les Nations Unies en 1962 dans une résolution, la résolution 1803, qui donne la souveraineté des matières premières aux peuples et aux nations. Je vais vous peut-être lire avec vous le premier article. Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit dans l'intérêt du développement national,
et dans l'intérêt du bien-être de la population, de l'État intéressé. Retenez avec moi, souveraineté permanente. Deuxième article, là on est déjà plutôt dans les applications techniques et certaines phases de cette chaîne dont je vous ai parlé, pour la prospection, pour la mise en valeur, pour la disposition de ces ressources et également pour l'importation des capitaux étrangers. Tout cela doit être conforme aux règles que peuples et nations considèrent nécessaires et souhaitables pour autoriser, limiter, interdire éventuellement ces activités. Ça, c'est un grand principe politique qui donne donc, en théorie, la propriété, je dirais, des matières premières aux peuples et aux nations. Alors, quelle est la situation ou comment l'Union européenne voit ce problème? La réflexion est très récente dans l'Union européenne pour les métaux. Tout a commencé en 2005 avec les industriels du secteur du métal et les sidérurgistes en Allemagne. En 2005, ils ont constitué un groupe de travail qui a livré un premier rapport en 2007. La France est venue un peu en retard. En 2008, il y a eu, je me rappelle, des audiences sur un livre de la sécurité nationale, livre blanc de la sécurité nationale et de la défense. Et là, on entendait des généraux, évidemment, mais également Anne Lauvergeon, qui était encore avec Areva à ce moment-là, en 2008. Et Anne Lauvergeon disait, mais on paye beaucoup d'attention à la sécurité d'approvisionnement énergétique, mais on oublie l'approvisionnement en métaux pour l'Europe. Et donc là, il y a convergence, point de vue français et point de vue allemand, parce que tout le monde a pris conscience qu'il fallait agir, il fallait être rapide pour sécuriser l'approvisionnement des industries européennes. Pourquoi? Parce que vous voyez les deux grands obstacles identifiés par les Allemands. Ils disaient, on a devant nous des économies émergentes et on a surtout la Chine et l'Inde qui se transforment actuellement d'importateurs nets de matières premières d'exportateurs en importateurs pour leur propre industrie domestique, évidemment. Deuxième obstacle identifié par le patronat allemand, les oligarchies. Juste deux mots sur les oligarchies. On peut dire que pour chaque matière première actuellement, il y a un petit groupe d'entreprises qui dominent, qui parfois a un quasi-monopole. Pour le faire, il y a trois grandes entreprises qui font un tiers de la production mondiale et deux tiers des transportations par navire. Et ils sont capables de bloquer le marché. Ils l'ont d'ailleurs en quelque sorte fait en 2010 en compétition avec la Chine pour changer le système de la détermination des prix du fer, 2010. Donc, vous avez des oligarchies. Deuxième obstacle. Ces réflexions mènent à l'adoption en 2010 d'un programme par l'Union européenne qui s'appelle l'Initiative des matières premières et qui a trois piliers. Je vais parcourir les deux premiers piliers avec vous, mais le troisième, donc ça c'est le recyclage et l'efficacité de l'utilisation des matières premières par les industriels européens. Premier pilier, approvisionnement externe. Je dis tout d'abord que ce programme de l'Union européenne ne fait absolument rien, ou quasi rien, sur les oligarchies.
il agit surtout sur l'approvisionnement externe. Donc les services de la Commission européenne ont identifié une liste de matériaux critiques. Ce sont des matériaux qui sont absolument indispensables pour l'industrie européenne, mais qui sont difficiles à obtenir parce que pour les terres rares, par exemple, utilisées dans les aimants et dans les électromoteurs et dans les éoliennes, la Chine est presque, ou a été longtemps le seul producteur au monde des terres rares. Ça change actuellement, c'était différent avant, mais bon, là il y a un énorme facteur de pression. 20 matériaux critiques, et donc cette liste de matériaux critiques oriente l'action de l'Union européenne en dehors de l'Union. Et moi, je n'ai pas peur de qualifier ce premier pilier d'extrêmement égoïste et eurocentrique ou eurocentriste. On peut revenir par après sur le cas, par exemple, de la France, de ce qu'a fait la France ou son ambassadeur en Bolivie pour aider Bolloré, ou pour ne pas aider, mais surtout pour aider Bolloré, parce que la Bolivie détient la moitié des réserves connues de lithium. Et actuellement, je vois une diplomatie agressive de la part de l'Union européenne en dehors de ses frontières pour accéder aux matières premières. Au sein de l'Union européenne, deuxième pilier, pour vous provoquer un peu, en bas j'ai mis les colonies. Évidemment, je pense que les colonies font partie de l'Union européenne, mais d'après moi ne devraient pas être occupées par la France, hein, la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie, extrêmement stratégique, d'importance stratégique, parce que le Pacifique devient un nouveau territoire pionnier pour les exploitations des fonds de mer. Et il y a un secteur extractif en Nouvelle-Calédonie actuellement. Ça se développe en Guyane. Mais là, de nouveau, au sein de l'Union européenne, on donne la primauté à une exploitation privée. Et je pense que là, il faut absolument changer la réflexion. Il faut aller, d'après moi, vers un rôle beaucoup plus important du secteur public. Je comprends que vous, en France, vous avez, depuis l'année passée, une compagnie minière française. Je me demande dans quelle mesure elle est entièrement publique ou est-ce qu'elle est mixte. Et surtout, elle n'existe pas. Ah, elle a été éliminée. Mais si on la reconstitue, d'après moi, elle devait être publique avec... elle ne sera pas. Je pense que les gens ne vous entendent pas dans le fond de la salle, mais je propose qu'on revienne sur ça également, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais là, évidemment, de nouveau, qui est propriétaire des matières premières, qui va octroyer les concessions, qui décide des volumes de production, ou qui décide éventuellement de laisser les matières premières dans le sol ou dans le sous-sol, ça c'est... je repose la question à la fin de cet exposé. C'est une question de démocratie de matières premières. Et encore pour vous provoquer, cette orientation politique vont toujours de pair avec des réflexions militaires. Il y a toujours une composante militaire. Et je vous rappelle l'opération Serval début 2013, où une partie des raisons pour lancer cette opération au Mali était évidemment la présence de matières premières dans la région. Les exploitations d'Areva d'uranium au Niger
Il y a énormément de métaux précieux dans la région. Je pense qu'on vient de parler de la Mauritanie et de Guelph. Vous voyez l'importance de la région, donc il faut absolument sécuriser, éventuellement de manière militaire, ses intérêts économiques. Et finalement, encore 2 citations qui sont intéressantes de Montebourg, au moment où il était encore ministre. Il dit maintenant je mets mes lunettes. Tu veux que je te les lise? Ah, si tu veux. Les pays d'Afrique francophone, notamment, aimeraient travailler avec nous plutôt que d'avoir affaire à des multinationales étrangères. Et un État qui ne maîtrise pas son approvisionnement est soumis aux décisions des autres, aux prix et aux quantités fixées par les autres. Ouais. Donc Montebourg, à ce moment-là, il était autochtone, africain, autochtone. Mais bon, la deuxième citation est importante. Qui décide des prix? Qui décide des volumes? Qui décide de ce qu'on va exploiter ou ne pas exploiter? Et là, je suppose qu'on revient également sur l'or. Est-ce qu'il faut exploiter l'or? Est-ce que surtout il faut exploiter l'or de manière industrielle? Ou est-ce que le monde peut éventuellement se contenter d'une exploitation artisanale, entre guillemets, exploitation d'or de petite échelle? Elle est présente dans beaucoup de pays du Sud, très souvent dans des conditions lamentables, ça c'est vrai, mais c'est un secteur qui a un potentiel de développement très important. Je vous remercie. Merci beaucoup, Raph. William, oui, peut-être récupérer du coup. Il faut appuyer sur... Ouais. Non, c'est bon. Allô, ouais. Bon, bien... Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci à Ingénieurs sans frontières pour l'invitation. Je vais me présenter très rapidement. Non pas que je veuille absolument te mettre les choses au point, mais peut-être pour compléter un petit peu ce que tu as dit. Bon, effectivement, ma formation initiale est plutôt dans le domaine des sciences de la nature. Bon, j'ai un diplôme d'ingénieur en hydraulique et hydrologie, pour ceux qui connaissent, de l'ancienne ENSHMG à Grenoble. Et ensuite, donc, j'ai fait un doctorat au Canada, Montréal, en sciences de l'atmosphère et des océans. Mais j'ai plus ou moins laissé de côté en fait, cette formation première pour me consacrer à plutôt, bon, l'intitulé ne me plaît pas beaucoup, mais c'est le seul, et c'est celui qu'on m'attribue de l'économie du développement. Donc je réalise un deuxième doctorat à Quito, dans une université qui s'appelle la FLACSO, la faculté des sciences sociales, latino-américaine des sciences sociales. Donc j'ai vécu, d'abord j'ai travaillé pour l'IRD en Afrique pendant 2 ans. Ensuite j'ai vécu donc 8 ans au Canada, j'ai réalisé mon doctorat. Et donc ça fait 6 ans que je vis à Quito. Et ça fait à peu près une dizaine d'années que j'étudie l'industrie minière, depuis, à partir de plusieurs perspectives. Ça va de économie politique, écologie politique, même philosophie politique. Et puis donc j'ai écrit comme co-auteur avec un Québécois qui s'appelle Alain Deneau, plusieurs ouvrages sur le thème de l'industrie minière, donc Noir Canada, qui restait un ouvrage, disons, célèbre dans le milieu de l'industrie minière, donc que ce soit de la part des intervenants de l'industrie minière comme des universitaires qui étudient l'industrie minière, tout comme éventuellement les cercles militants. C'est un ouvrage qui parlait de les activités canadiennes en Afrique, qui a été poursuivi en diffamation par l'entreprise Barrick Gold, qui est le premier producteur d'or au monde, une entreprise canadienne qui a son siège à Toronto. Et donc un deuxième ouvrage qui a été publié en 2012, qui s'intéressait aux spécificités du cadre juridique canadien comme un cadre très attractif pour l'industrie minière mondiale. Et on a essayé d'expliquer les déterminants qui font que le Canada est aujourd'hui un des grands leaders de l'industrie minière à l'échelle internationale. Voilà un petit peu pour préciser. Alors, je n'ai pas amené d'ouvrage. Je viens tout juste d'arriver d'Équateur, donc je n'ai pas eu le temps de m'approvisionner pour faire la promotion du livre. D'ailleurs, ce n'est pas trop mon réflexe en général. Alors,
on pourrait, du point de vue des aspects économiques, on pourrait parler de beaucoup de choses. J'ai choisi aujourd'hui de plutôt mettre l'accent sur, en fait, le contexte politique, économique à l'échelle globale et de proposer des éléments de réflexion pertinents, à mon sens, sur, qui nous amènent en fait à analyser la présence la nouvelle présence de sociétés minières multinationales, transnationales, étrangères en France depuis maintenant 2-3 ans. Et donc de privilégier aussi, si vous voulez, une approche plutôt depuis l'économie politique. C'est-à-dire que je ne vais pas vous inonder de chiffres, et plutôt privilégier en fait le volet social de l'économie que son volet quantitatif et positif, ou disons depuis les sciences positives. Voilà, donc je vous parlerai dans un premier temps un petit peu du contexte politique, économique global, bien qu'on en ait abordé quelques aspects dans les présentations précédentes. Dans un second temps, je parlerai un petit peu de la spécificité qui a aussi été mentionnée, mais j'essaierai de la préciser de mon point de vue, qui existe dans cette division du travail entre sociétés d'exploration et sociétés d'exploitation, grandes sociétés d'exploitation et petites sociétés d'exploration, les juniors, les majors, donc, qui existent au sein de l'industrie minière. Et dans un dernier temps, eh bien, je propose de amener quelques éléments de réflexion sur le type de développement économique auquel on peut s'attendre en France si on laisse place au développement jusqu'à leur terme des projets miniers qui sont en cours aujourd'hui. Alors les projets miniers, vous savez, il y a plusieurs permis de recherche qui ont été attribués à des sociétés de juniors, justement, des sociétés d'exploration, donc comme Variscan, Platsearch. Donc, en fait, souvent, il faut remonter la lignée des sociétés, souvent, parce qu'elles se cachent derrière un certain nombre de sociétés écrans. Donc, c'est parfois même assez difficile de retracer, en fait, si vous voulez, le lignage des sociétés minières. Donc, on a Variscan, Platsearch. Ici, on a Cominor, La Mancha, on a Columbus Gold, Oplata. Donc, Columbus, qui est une société qui détient des permis de recherche en Guyane. On avait auparavant IAM Gold, qui est une société canadienne qui est son siège à Toronto, qui est tristement célèbre pour les dégâts de sa mine sur les sites de Sadiola et Yatela, qui ont été très bien exposés dans un documentaire qui s'appelle Le Prix de l'or. Donc voilà un petit peu pour ma proposition sur les 15 minutes à peu près qui me restent. Alors dans un premier temps, non, comment ça marche, voilà. Donc quelques graphiques, mais en fait on en a déjà parlé. On ne voit pas les chiffres, mais ce n'est pas trop grave. Donc, sur les deux graphiques du haut, c'est l'évolution de la production pour plusieurs métaux. Donc, on a l'aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, je ne sais plus, en bas, des métaux de base. L'étain, voilà, merci. Sur les 20 dernières années, sur la période 90-2010 pour être plus précis. Au niveau du graphique de droite, c'est l'évolution de la consommation. Alors là, l'élément intéressant, c'est la croissance quasi exponentielle de la consommation chinoise, donc, qui est un élément important et déterminant en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui, ou ce qu'on a appelé durant la décennie 2000, au sein des cercles financiers autorisés, le super cycle minier, un super cycle minier qui a aussi, bien entendu, qui a pu correspondre aussi à une envolée des prix. Donc ça, c'est le graphique en bas à gauche, où on voit, alors c'est un graphique qui commence en 1947, celui-là, et donc il se termine à peu près en 2010 aussi. Et donc on voit à partir du début des années 2000, une envolée donc ça c'est un indice global, si vous voulez, des prix des métaux. Donc ça inclut les métaux de base et aussi les métaux précieux comme l'or, puis les métaux de gros platine, par exemple. Donc on a une envolée des prix avec une multiplication de l'indice par à peu près 3-4. Voilà. Donc vraiment, si vous voulez, un contexte du point de vue des prix qui est très favorable à l'investissement dans ce secteur. Le quatrième graphique, alors là aussi on en a encore parlé, mais c'est très important pour comprendre en fait le type de projet minier qui est aujourd'hui
qui est aujourd'hui en vigueur, bon, non seulement en France, mais à peu près dans tous les recoins de la planète, c'est l'évolution de la qualité des gisements. Alors dans ce cas-là, c'est une évolution qui commence en 1850 à peu près. Alors évidemment, la qualité des données ou le type de données qu'on a pu récolter à ce moment-là peut-être est très approximatif, mais on voit quand même qu'il y a une tendance très nette. Alors là, on a plusieurs métaux aussi dans ce cas-ci. Une tendance très nette au déclin de la qualité des gisements, c'est-à-dire de la teneur en fait des gisements qui sont exploités. Alors bien évidemment, si on a à la fois une demande très forte et une baisse des qualités des gisements, donc connexe si vous voulez, conjointe, eh bien, ça donne lieu à un gigantisme minier. Donc, c'est le gigantisme dont on a parlé. Juste une petite figure pour se donner un petit peu des éléments. Donc, ça, en fait, ce sont des cercles. Donc, chaque cercle représente un type de minéral. Et donc, la partie sombre, c'est les déchets produits. Et la partie claire, c'est le métal ou le minéral en question. Donc, par exemple, en haut à gauche, c'est le charbon. Donc le charbon, c'est pas mal. Le ratio, si vous voulez, entre ce qui est produit et ce qui est rejeté est assez important. Mais alors, si on va vers des métaux comme le cuivre, alors on est plutôt du côté de 1%. Et alors là, pour l'or, c'est plutôt du côté des parties par million. Donc, comme on a vu précédemment. Donc, ce type de graphique, c'est intéressant visuellement, non ? Je fais une petite précision du point de vue des ressources et des réserves. Alors, on a entendu beaucoup de questions dans la table ronde, au cours de la table ronde précédente. À mon sens, on oublie souvent la dimension sociale des gisements. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que les gisements, on a tendance à considérer les réserves, les ressources, si vous voulez, réserves/ressources, d'un point de vue ahistorique. C'est-à-dire, on ne les situe pas socialement et historiquement. Et pour moi, les ressources, c'est autant une catégorie physique que sociale. Et dans les déterminants sociaux des ressources et des réserves, on trouve à la fois des éléments d'ordre, bien entendu, politique, sociaux, culturels. Imaginez si on trouve une veine d'or hautement concentrée sous la Tour Eiffel aujourd'hui. On ne va pas considérer pour autant que c'est un gisement. Donc, je veux dire, il y a des aspects qui sont aussi d'ordre politique, puisque ce sont des populations ou des territoires où, en fait, l'industrie minière sait qu'elle va rencontrer une opposition minimale qu'elle choisit en priorité pour aller investir. On ne va pas utiliser les villes ou des centres urbains pour aller faire de la prospection, par exemple. Et donc voilà, donc les ressources, c'est si vous voulez, en un moment donné, et un moment de l'histoire donné, et en un endroit donné, la ressource, c'est la résultante un petit peu de tous ces facteurs qui incluent aussi des facteurs technologiques, des facteurs aussi légaux, les cadres légaux, bien entendu, le type d'infrastructure disponible, etc., etc. Alors, pour ce qui est des cadres légaux, justement, le problème que pose cette situation a impliqué, au cours des, 2 à 3 dernières décennies, une offensive surtout centrée au sud sur de nouvelles richesses minières. Alors, ça a correspondu à une extension de la frontière extractive, si vous voulez, et sous l'égide de la Banque mondiale, par exemple, de nombreuses législations minières, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, etc., ont été redessinées pour laisser libre cours à l'investissement étranger dans le domaine minier. Donc des cadres d'investissement, des cadres législatifs qui privilégient les grands acteurs du secteur minier. Et bien entendu, ce gigantisme minier ne peut être opéré que par des acteurs qui sont capables de mobiliser les ressources financières, les ressources humaines, les ressources, ou les moyens peut-être devrait-on dire, plutôt que les ressources, les moyens humains, les moyens technologiques, pour remuer autant de terre qu'il faut pour extraire les minéraux.
Alors il faut aussi préciser que dans ce contexte économique global des 30 à 40 dernières années, eh bien, on est face à une économie globale toujours plus financiarisée. Et une économie globale dans laquelle eh bien, la spéculation est favorisée, que ce soit la spéculation sur les monnaies, mais aussi la spéculation sur les matières premières. Et dans ce contexte, les sociétés juniors, les sociétés d'exploration, eh bien, ont vu leur rôle renforcé. Alors ça m'amène un petit peu ça m'amène à mon second point, qui est celui de la distinction entre les sociétés juniors, qui sont celles qui sont présentes aujourd'hui en France, et aussi sur le territoire dit d'outre-mer. Là, je suis d'accord avec Raph quand il dit que ce sont des colonies, ça reste des colonies. C'est une colonie officielle. Peut-être que la Colombie n'est pas une colonie officielle des États-Unis, mais en tout cas, la Guyane est une colonie française, c'est évident. Au moins, si vous voulez, moi j'ai quand même voyagé en Amérique latine, en Afrique, puis en Amérique du Nord, de la part des nations étrangères, du point de vue des nations étrangères, en général, on considère que ces confettis de l'Empire français sont des colonies. C'est une acception générale, je veux dire, en tout cas, dans beaucoup de cercles critiques. Il faut l'accepter, en tout cas, c'est assez généralisé, si vous voulez. Alors, la spécificité entre junior et major. Les sociétés junior se destinent en fait à l'identification. Alors moi, je ne parle pas de découverte, justement, puisque, à mon sens, il est absurde de penser que je ne sais qui, Peter Monk, le président de Barrick Gold, disait que c'était Dieu. Bon, on peut imaginer d'autres entités, mais imaginez que les ressources sont là à nous attendre depuis la nuit des temps, de façon passive pour qu'on les découvre. Non, on les identifie dans un contexte social et politique et un contexte historique donné. C'est-à-dire qu'il y a 150 ans, le lithium, bon, on s'en foutait, c'était de la roche comme n'importe quoi. Aujourd'hui, le lithium, évidemment, c'est quelque chose de très intéressant, donc c'est devenu une ressource. Alors, les sociétés juniors, elles exploitent elles tentent d'identifier des gisements dans ce qu'on appelle en anglais les green fields, c'est-à-dire les zones hors chantier, c'est-à-dire toutes ces zones, tous ces territoires qui n'ont pas été explorés de façon intensive auparavant. Et elles fonctionnent quasi exclusivement sur du capital risque, c'est-à-dire qu'elles lèvent des fonds sur les bourses. Alors, on a vu précédemment que c'était en particulier la bourse de Toronto. Donc le Canada est une sorte de paradis judiciaire, c'est un peu la conclusion à laquelle on était arrivé avec mon collègue Alain Deneau. C'est une sorte de paradis judiciaire qui fait la promotion de la spéculation, c'est historique même, c'est-à-dire que la naissance même de la bourse de Toronto vient d'un besoin de spéculation qui correspond un petit peu à la phase financière de l'Empire britannique au milieu du 19e siècle, et non pas l'Empire américain, qui est aujourd'hui dans sa phase financière. Et d'ailleurs, la bourse australienne de Sydney a également été créée au milieu des années, disons, vers 1850 aussi, un petit peu dans le même contexte. Donc, les propriétaires des actions de ces entreprises sont des petits porteurs, mais aussi, par exemple, dans le cas des Canada, des fonds de pension ou des fonds publics qui investissent directement dans les sociétés. Alors, évidemment, ce sont des investissements à risque, capital risque. L'identification des gisements, c'est un business à risque. Il est intrinsèquement spéculatif, je dirais, puisqu'on ne sait jamais exactement ce qu'on va trouver dans le sol, et même quand on a plus ou moins identifié les contours du gisement, eh bien, on peut tomber sur des surprises. Sans doute, les géologues qui seront dans la salle pourront le confirmer. Il y a bien évidemment cette envolée des prix qui invite aussi à spéculer sur les minéraux, et en particulier les métaux. Puisque, comme on est dans une phase croissante du prix, eh bien, on espère qu'en achetant une action d'une société d'exploration, eh bien, on en tirera un bénéfice substantiel. Au contraire, les sociétés major, les sociétés d'exploitation, sont de grandes sociétés. Bon, leur capital aussi est composé de fonds de pension, hein, des fonds souverains aussi, des fonds nationaux, des fonds de pension privés. Et bon, ce sont au contraire des placements des sociétés juniors, ce sont des placements plutôt sûrs.
hein, puisque ce sont des sociétés qui ne sont pas vouées à se casser la figure, à faire banqueroute. Au pire, elles sont rachetées par d'autres grandes sociétés dans un processus de fusion qui est un peu la tendance depuis, je dirais, deux décades, d'une fusion accélérée dans le secteur minier, ce qui crée ce problème un petit peu que disait Raph de cartel. Hein. On a un cartel, on a des cartels en fait dans les différents types de minéraux. Combien de temps ? Il faudrait s'approcher de la... D'accord. D'accord. Donc en fait, les sociétés majors disposent, comme j'ai dit, des moyens à la fois financiers, humains et politiques aussi. Ils ont la capacité de lobbying, de faire changer les législations à leur faveur pour pouvoir se charger de l'exploitation et faire bouger un petit peu toutes ces masses de terre, capacité dont ne dispose pas cette petite société comme Variscan, comme Cominor, etc. Non ? Alors, pour terminer, juste une petite minute sur la question du type de développement auquel on peut s'attendre. Je dirais que ce soit au nord comme au sud, ce que j'ai pu observer, c'est que les conséquences sont assez similaires, en fait. C'est-à-dire que le problème ne vient pas je dirais, d'une problématique nord-sud, et bien du fait que peut-être dans les pays du Nord, il y a une capacité à produire des lois qui sont peut-être plus contraignantes, mais les sociétés ont en général une grande capacité à pouvoir s'y soustraire, à ne pas s'y soustraire. Et ça commence à ne pas s'y soumettre. Merci bien. Et je suis désolé, ça fait 6 ans que je parle en espagnol, j'en perds mon latin. Donc en fait, voilà. Et si on s'intéresse aux normes, eh bien il faut voir dans quelle mesure les États de droit sont capables de les appliquer. Hein. Et alors si je prends le Canada, par exemple, le Canada, on a quand même un problème de 10 000 mines abandonnées, dont la gestion est à la charge de l'État. C'est une question qui devrait quand même nous interpeller. L'exploitation est du domaine du privé, mais la gestion des déchets est du domaine du public. C'est quand même hallucinant. On devrait quand même, n'importe qui devrait en fait sauter au plafond face à ce type de données. Et donc voilà, si on fait par exemple même une analyse coût-bénéfice, si vous voulez, tout à fait basique en fait d'un point de vue économique, des avantages et des inconvénients de l'industrie minière, eh bien, on est face à des coûts qui généralement ne sont pas trop évoqués. Donc il y a les bénéfices qui sont évoqués ici, les emplois, en général précaires et dangereux, les bénéfices qui, en général, sont pas trop... les bénéfices pour les États qui ne sont pas trop respectés, puisqu'il y a une capacité d'évasion fiscale et d'inscription dans des paradis judiciaires, des paradis fiscaux, des paradis bancaires, qui permettent justement de ne pas respecter ces mesures. Et donc il y a des coûts d'ordre environnementaux, des coûts associés, des coûts sociaux, des coûts associés aux conséquences sanitaires, des coûts de réhabilitation aussi, on l'a dit, et des coûts pour l'utilisation de l'eau, et éventuellement d'autres coûts associés indirects aux infrastructures qui sont nécessaires à l'implémentation de la mine. Alors voilà, un petit peu pour planter le décor. Donc je pense que pour mener à bien un projet d'implémentation de l'industrie minière, on doit prendre en compte tous ces coûts, et généralement, ils sont plutôt éludés. Donc, avec ça, je termine. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et donc on laisse place aux questions. C'est parti. Donc, comment et avec qui mener le débat, c'est ça ? Oui. Moi, je fais parfois un triangle. C'est une idée que j'ai trouvée chez un chercheur ougandais qui s'appelle Mahmoud Mamdani et qui dit que la société civile, on parle souvent de la société civile, mais bon, on sait qu'elle est très hétérogène. Évidemment, il y a toutes sortes d'acteurs dans la société civile, mais il dit que la société civile est en dessous de 2 forces qui l'écrasent. Ça, c'est l'État d'un côté et le secteur privé ou les grandes entreprises de l'autre côté. Et donc, il faut
s'imaginer ça, c'est un rapport de force, ce sont des relations entre trois types d'acteurs, et donc je pense qu'il faut voir ça comme un triangle. Vous et moi, on est en dessous, on a l'État et le monde entrepreneurial au-dessus de nous. Et ces deux-là sont, d'après Mahmoud Mamdani, très proches les uns des autres actuellement. Donc ils agissent comme eux le sentent bon et ils nous oublient. Et donc, c'est une figure qui d'après moi, qui doit être dynamique. Donc, elle n'est pas statique. Ce n'est pas une situation qui se présente actuellement et qui va durer pour l'éternité. Elle doit être dynamique. C'est-à-dire, là, tout à l'heure, j'ai déjà un peu... je suis allé un peu dans ce sens déjà. Je pense que nous, les citoyens, devons nous réapproprier les autorités, l'État, pour que l'État va se distancier des intérêts privés. Donc c'est très schématique évidemment ce que je dis, mais on peut voir des applications de ces dynamiques dans la réalité et dans beaucoup de réalités. Actuellement, l'asymétrie est énorme. J'ai beaucoup insisté sur le fait que ce n'est pas nous qui prenons les décisions sur quoi produire ou combien produire. Il y a une véritable planification, mais la planification est du côté pas des États, mais des entreprises et des multinationales. Mais il y a donc une énorme asymétrie, mais je pense qu'à terme, il faut faire bouger ce triangle et faire de sorte que... il y a pas mal d'acteurs également dans cette société civile, et c'est mon dernier mot à ce sujet, qui sont allergiques à la politique, qui prennent des voies autonomes, qui ne s'intéressent plus du tout à la politique ou aux institutions étatiques ou aux autorités. Je pense que ce n'est pas une voie à suivre. Il faut absolument, on est obligé de s'impliquer dans la politique, mais pas la politique telle qu'on la connaît actuellement. C'est une politique qui ne s'intéresse plus aux citoyens et qui est là quelque part et qui défend des autres intérêts. Donc, est-ce que c'est plus ou moins une réponse? C'est très schématique, je suis conscient de ça, mais... Je pense que c'est plus général que la question, mais on pourra répondre à la question qui a été assez précise, peut-être de manière complémentaire après. Par contre, j'ai là une question qui était un peu pour vous deux, qui fait la suite et la fin de ce point avant qu'on passe aux questions qui avaient été proposées pour William. C'est le COMES qui siège, qui décide de la criticité de tel ou tel minéral, sur quelle base? Est-ce qu'il y a des gens qui siègent là-dedans? Justement, ça fait le lien avec ce que tu viens de nous dire. Ah, est-ce qu'il y a des gens ici qui... Mais du coup, Raph, c'est quoi cette... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, Raph, comment ça marche, de ta connaissance, le COMES, en fait? Qui est-ce qui est dedans? Qui est-ce qui décide? Le comité sur les métaux stratégiques? Allez-y, je vous en prie. Bonjour c'est bon, je peux y aller? Oui, bonjour à tous. Rémi Galin, chef du bureau des ressources minérales au ministère de l'écologie et mise à disposition du ministre chargé des mines pour la politique des matières premières. Donc je suis membre de ce fameux COMES, je participe aux travaux du COMES. Donc le COMES est essentiellement un forum qui est animé par un ingénieur général des mines, s'appelle Alain Liget, qui est le référent matières premières au Conseil général Alors de l'économie, enfin le CGET, j'appelle toujours Conseil général des mines, je suis un peu en retard. Donc ce COMES est un forum organisé en 5 groupes de travail. Un qui porte sur les besoins des entreprises, un qui porte sur l'accès à la ressource primaire, le troisième qui parle du recyclage, le quatrième qui parle de l'action internationale, et le dernier qui parle de la substitution de l'économie de matière. Donc vous retrouvez là tous les axes de la politique européenne qui ont été évoqués. Concernant les métaux critiques, il n'existe pas de liste française des métaux critiques.
Ce que nous produisons au sein du COMES sur la base essentiellement de travaux du BRGM, mais qui sont discutés au sein de ce comité. Je reviendrai sur la composition du comité. Nous produisons soit des rapports qui sont publiés sous l'étiquette du BRGM, et prochainement, sur le site Minéral Info, il y aura des fiches de criticité par métaux, c'est-à-dire des éléments qui donnent des drivers, un peu de la criticité. Sont membres de ce COMES, outre les administrations, dont celle de l'industrie, celle de l'écologie. On retrouve mes camarades de la DGPR, par exemple, sur les sujets de recyclage ou de traitement des déchets. Les fédérations professionnelles consommatrices, par exemple les constructeurs automobiles, l'aéronautique, les fédérations professionnelles qui transforment la matière, donc l'Alliance des métaux, donc, qui regroupe l'acier et les métaux non ferreux, et puis des experts qui appartiennent soit aux établissements publics, il y a le BRGM, il y a l'ADEME, je dois en oublier quelques-uns. Voilà, donc c'est essentiellement des instances techniques, non politiques, et qui produit de l'information et de la sensibilisation pour les entreprises pour qu'elles anticipent les problématiques de métaux. Voilà, pour l'essentiel. Merci beaucoup. Il y avait deux questions. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu vas rajouter une petite chose, Raph, par rapport à la question qui t'était posée? Oui, je veux bien. Absolument, il faut travailler avec les experts, c'est clair. Et il faut faire de sorte que les experts soient de notre côté. Et je pense que dans le monde de la recherche ou le monde académique, ça devient, et c'est déjà problématique. Je discute souvent avec des chercheurs de l'université de Louvain, en Belgique, qui ont un programme avec Umicore. Umicore est un des grands recycleurs actuellement. Ils cherchent le cobalt, mais dans des sources secondaires. Et des métaux précieux secondaires, donc dans des rejets. Ils étaient mineurs avant, mais maintenant ils font du recyclage et à grande échelle. Et donc ces chercheurs ont des programmes avec Umicore, financés par Umicore. Ils me parlent, mais ils me disent on a signé des clauses de confidentialité. Donc, on ne peut pas vous dire ce qu'on connaît, ce qu'on sait. Et donc, ce sont des vrais experts. On se parle, mais on ne se parle pas assez parce qu'ils sont pas autorisés. Mais donc, absolument, il faut discuter avec les techniciens. D'ailleurs, je l'ai fait une fois avec Systext, ici à Paris. Et il y a une association en Belgique qui s'appelle Catapa, qui travaille surtout sur... le secteur minier en Amérique du Sud. Ce sont des techniciens, des toxicologues, des ingénieurs. Et il faut absolument renforcer la capacité citoyenne avec des capacités de techniciens. William, tu avais deux questions qui t'étaient posées sur ton intervention. Peut-être appuyer sur le... Alors, oui. Première question. Achats d'actifs miniers par Areva à une junior canadienne se sont révélés très surévalués. À votre avis, y a-t-il eu des malversations ou cela fait-il partie du risque normal de ce type d'activité? Alors, je rappelle un petit peu le contexte. C'est la junior Uramine, cotée en bourse à Toronto, qui a été rachetée par Areva. Et donc, il s'est avéré qu'en fait, je crois qu'elle avait des projets en Namibie. Et bon, il s'est avéré qu'en fait, les affirmations, le marketing en fait d'Uramine avait été très efficace, mais qui ne correspondait pas exactement aux réserves dont les projets disposaient. Et donc, Areva a été obligé de procéder à ce qu'on appelle des dépréciations d'actifs. Je crois que plusieurs centaines de millions d'euros. Je crois même que l'État y a perdu en tout, je me rappelle plus des fiches, mais plus d'un milliard d'euros en fait ont été perdus. 2 milliards d'euros. Alors, merci. Donc 2 milliards d'euros en fait ont été perdus par Areva. Alors. Non, déjà, je voudrais juste rajouter qu'effectivement, dans la division du travail qui existe entre junior et major,
les juniors se chargent d'identifier des gisements, mais elles se chargent alors non seulement de préparer le terrain d'un point de vue géologique, si vous voulez, mais aussi d'un point de vue politique, c'est-à-dire et social. C'est-à-dire qu'elles sont actives dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire qu'elles font pression sur les populations, elles font la gestion éventuelle des conflits qui ne manquent jamais de naître face à cette activité minière qui se déroule en général sur des territoires. Alors ça va être des territoires agricoles, des territoires autochtones éventuellement. C'est toujours des territoires, en fait, c'est, comme je dis, et c'est jamais en fait des sites urbains sur lesquels on a déjà des exploitations industrielles. Ce sont des territoires de ce style. C'est-à-dire, même ici en France, on peut voir de quelle manière en fait, on choisit les sites. Alors c'est la Bretagne, c'est la Sarthe. Je le précise quand même que je suis originaire de la Sarthe. J'ai grandi à peu près 10 km de Rouet en Champagne, où Variscan détient une concession. Donc, on choisit aussi ces sites en fonction du type de population et d'activité économique présente. Alors les juniors, en général, quand elles sont capables de préparer le terrain d'un point de vue géologique, d'un point de vue social et politique, elles revendent leurs projets aux sociétés major, en général. Parfois, les sociétés juniors sont capables de ce qu'on appelle de graduer, c'est-à-dire qu'elles sont capables de capitaliser sur leurs découvertes et même de devenir, en très peu de temps, des grandes sociétés. Et Barrick Gold, par exemple, est un exemple. Barrick Gold, début des années 80, était une société presque en banqueroute, qui avait des actifs en fait totalement c'est-à-dire inutiles. Voilà. Et alors, donc pour répondre à la question. Donc oui, quand même, les majors achètent les juniors quand elles ont préparé le terrain politique et social pour éviter aussi les désagréments que représente l'opposition sociale qui éclate sur le terrain et qui fait de la mauvaise publicité. Parce que bon, les grandes sociétés privées sont des corporations. Bon, il y a aussi des sociétés d'État. Par exemple, un exemple important, c'est les sociétés chinoises, qui de plus en plus sont importantes et qui sont en général des sociétés d'État, qui ne sont pas des sociétés qui fonctionnent un peu comme Areva, si vous voulez, qui ne fonctionnent pas sur le même type d'exigence en termes de rentabilité que fonctionnent les grandes corporations qui sont inscrites en bourse et dont le capital est public. C'est comme ça qu'on dit, le capital est public, c'est-à-dire qu'il est offert au public, il est ouvert au public. Et donc en fait, ces sociétés n'aiment pas que leur réputation soit éventuellement entachée par des publications dans les journaux à propos de la mauvaise gestion sur les territoires sur lesquels elles sont présentes. Donc elles évitent au moins les premières protestations et les premiers conflits sociaux qui ne manquent pas d'éclater face à cette nouvelle activité qu'est l'activité minière. Alors, le problème avec la bourse de Toronto, donc comme je l'ai dit, c'est que donc Euramin était coté à Toronto. C'est une bourse qui a été créée. C'est une institution qui a été créée au moment où, on spéculait à fond sur les territoires canadiens. C'est-à-dire que le Canada, du point de vue des sociétés minières, mais aussi du point de vue des sociétés de transport ferroviaire, par exemple, a avancé, si vous voulez, à coup de spéculation, des spéculations sur des territoires. Et la bourse de Toronto a gardé, si vous voulez, ces séquelles. Et encore aujourd'hui, c'est une bourse où la spéculation est ultra favorisée. Et dans ce type d'activités spéculatives, qui sont plutôt de l'ordre, on a souvent, pas toujours, évidemment, il y a des projets qui arrivent à terme et qui correspondent effectivement à des actifs sur lesquels on a un potentiel minéral. Mais il y a aussi des petits joueurs qui sont plutôt du côté de l'économie casino, c'est-à-dire qu'ils investissent en bourse et puis ils cotent en bourse une société dont les actifs ne sont pas franchement très sûrs ou dont les capacités ou le potentiel n'a pas été avéré, si vous voulez, ou n'a pas été vérifié par, des instances plus ou moins indépendantes. Et donc, on est face à des sociétés qui, parfois, abusent.
Et dans l'histoire de la Bourse de Toronto, l'histoire est émaillée. Avec mon collègue Alain Denon, on a fait un petit peu l'historique de la spéculation à la Bourse de Toronto. Donc, l'histoire de la Bourse de Toronto est émaillée de scandales de cet ordre. C'est-à-dire qu'on a le scandale Windfall, par exemple, dans les années 60. Le dernier scandale en date, c'est le scandale Bre-X, dans la fin des années 90. Une société junior a prétendu avoir en main des gisements d'une qualité incomparable à l'époque. Mais alors il s'est avéré qu'en fait les ingénieurs avaient salé d'or les échantillons pour faire la promotion sur leur site internet. Il y avait déjà les sites internet à l'époque auprès d'investisseurs potentiels. Et avant que la supercherie soit découverte, les investisseurs avisés, n'est-ce pas? Parce que dans ces cas-là, les délits initiés sont courants. Ont retiré leurs billes au moment opportun et se sont retrouvés floués. Les petits porteurs, les gens qui avaient investi dans ce type de société. Et alors là, dans le cas de Areva, il est possible, bien qu'on ne sait jamais exactement ce qui soit passé dans ces hautes sphères, mais il est possible, à mon sens, que Areva se soit fait, ou les décideurs d'Areva se soient fait flouer et n'aient pas considéré cet aspect hautement spéculatif. Donc, je veux dire, à l'époque de Bre-X, Barry Gold s'était fait avoir. Donc, je veux dire, même les gens qui sont dans le secret de ces types de pratiques se font avoir. Donc, il est fort possible, à mon sens, que les décideurs d'Areva se soient fait avoir et en fait ont considéré que cette société était honnête dans la promotion des gisements dont elle avait à faire la promotion. Bon, il y a peut-être aussi d'autres caractéristiques. On n'a pas considéré que les cours d'uranium étaient en baisse, etc. Donc voilà un petit peu pour la première question. Alors la deuxième question, rapidement. C'était comment une matière dite stratégique le reste-t-elle on dit non, quand l'entreprise est australienne en France. Oui, alors ça pose un gros problème, mais à mon sens, cet argument qui est mis en avant, selon lequel, il faut quand même qu'on arrête d'exploiter au sud parce que il faut qu'on exploite chez nous. C'est un argument qui ne tient pas la route quand on considère les capitaux qui investissent ici. C'est des capitaux australiens. Donc, de ce point de vue-là, et du point de vue, je dirais, de la réforme du code minier, par exemple, qui est projetée ici en France, d'une certaine façon, je vois quand même, j'observe des similarités troublantes avec des pays africains, des pays latino-américains. C'est-à-dire que la France, de ce point de vue-là, se transforme son sous-sol en objet de convoitise de la même manière que, je sais pas moi, l'Équateur, le Mali ou la Tanzanie, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, alors, ça pose le problème, en fait. Ça pose le problème du rôle de l'État. Oui, mais ça serait bien qu'on dialogue. C'est dommage. Oui. Je suis désolé, on m'a posé 2 questions. Oui, je l'ai pas avec moi. Je suis désolé. J'attendais qu'il finisse là-dessus. Mais enfin, en tout cas, voilà les éléments de réponse que je peux apporter. J'avais 2 dernières questions justement sur qui sont là, qui m'ont été communiquées sur les conditions d'exploration et d'exploitation sociale et environnementale dans les pays du nord de l'Europe, Suède, Finlande. Et puis une autre sur l'exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie. Okay. Est-ce qu'il veut s'exprimer sur les autres? Et juste pour vous dire aussi que, quand je vous disais tout à l'heure, à 12h15, on va devoir quitter la salle. Mais par contre, l'idée, c'est que vous puissiez continuer à justement échanger ne partez pas tout de suite si vous voulez échanger, mais plutôt à l'extérieur du coup de la salle. Du coup, on démarre par le nickel si vous voulez, mais on n'oublie pas, oublions pas dans les 5 minutes qui nous restent, l'autre question sur Suède Finlande si jamais il y a. Vous avez un micro juste à côté de vous. Merci. Donc je suis André Picot du CNRS, retraité. Ça fait déjà plus de 10 ans que je vais faire de la formation au nom du CNAM à Nouméa, et donc j'ai vécu un petit peu l'implantation d'une société canadienne au départ, qui était Inco, dans le sud. Maintenant brésilienne, maintenant. Comment? Qui est maintenant brésilienne. Oui, qui est maintenant Valles, oui. Dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Alors, ce sud de la Nouvelle-Calédonie est une région très, très intéressante parce qu'il y a un massif corallien tempéré, ce qui est exceptionnel. Et par exemple, dans cet endroit, va se reproduire les baleines à bosse.
à l'époque, au tout début, donc, où je suis venu faire cette formation, où régnait Lafleur, et qui donc a vendu donc à cette société ses parts, et est devenu du reste la 4e fortune de France. Eh bien, lorsque j'avais été contacté, je leur ai fait remarquer que c'était une véritable aberration mentale que de construire la plus grande usine de fabrication d'acide sulfurique au monde à 1 km de cette bande corallienne. C'était vraiment de la folie. Par ailleurs, connaissant le taux de nickel qu'il y avait, la société SLN à l'époque devait avoir 6% à peu près de nickel, là c'était moins de 1%. Donc obligé de faire de l'hydrométallurgie, donc l'acide sulfurique. Et que faire une usine d'hydrométallurgie dans une zone ultra sensible de cette nature, c'était une aberration mentale, hein, je le redis. Alors on m'a fait tout de suite, j'ai eu des rendez-vous, etc. Et on m'a avancé comme argument qu'il y a eu des grandes études d'impact qui avaient été faites et que ça ne posait pas de problème. Sauf que, m'étant renseigné, parce que par ailleurs j'étais à l'Union européenne un des experts auprès de l'Union européenne sur les valeurs limites en milieu de travail, et qu'on m'avait confié le dossier du nickel. Alors c'est pour ça que je connaissais un petit peu, malgré que je sois chimiste organicien. Eh bien, m'étant donc renseigné, j'ai vu que toutes les études d'impact qu'avait fait INCO à l'époque avaient été faites dans la baie d'Hudson, où ils ont énormément de mines de nickel, hein, le Canada, premier producteur. Voilà. À l'époque, l'URSS, on ne savait pas trop. Et dans le désert d'Australie. À partir d'études de cette nature, comment peut-on dire que ça ne pose aucun danger dans une zone aussi sensible? Déjà, là, c'était totalement aberrant. Et bon, comme de toute façon, ils ne voulaient pas m'écouter, je leur ai dit, de toute façon, ça ne marchera pratiquement jamais. Ça fait 10 ans de ça, un peu plus. Il y a eu des fuites. Elle ne tourne pratiquement pas à l'heure actuelle. Pratiquement pas. Elle exploite un petit peu de cobalt, ok, mais c'est presque rien. Moi, je trouve que de la part d'un grand groupe comme ça, c'était quand même de la folie de faire de l'exploitation dans des conditions écologiques de cette nature. Voyez. Et là, je crois que ça pose un problème au niveau mondial, ça. Hein, d'exploiter, effectivement, quand il y a des conditions financières intéressantes. Alors, on a donné quelques broutilles aux Kanaks, hein, qui étaient contents, sauf que c'était maintenant les enfants, et que les enfants ne sont pas du tout contents de ce qui s'est passé. Et que ça va avoir des répercussions très importantes. Et donc, je ne sais pas s'il y a des solutions à ça, et qui peut s'opposer à ce genre de choses. Mais quand je suis scientifique, en tant que scientifique, et connaissant un petit peu le dossier du nickel, j'avais fait quand même des propositions. Il ne fallait surtout pas faire ce genre de choses, et plutôt faire ce qui a été fait justement dans le sud par les Kanaks. C'était une exploitation qui mélangeait quand même la pyrotechnie, comme fait la France depuis 1900, hein, où on n'a pas vraiment de problème. Et là, je crois qu'il y a quand même là, un gros débat à avoir. Et je suis un petit peu désolé qu'à l'époque, ça s'appelait l'Orstom. L'Orstom et le BRGM n'ont pratiquement rien fait. J'ai discuté avec l'ingénieur du BRGM de l'époque, et il m'a dit, vous comprenez, autrefois, nous étions une quinzaine en Nouvelle-Calédonie, je suis tout seul maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voyez? Et ça, c'est la réalité. Oui, merci du coup pour cette contribution. Ce que je vous propose, c'est que du coup, on ne réponde pas forcément, parce qu'on a eu la contribution qui apporte au débat, je pense, qui est dans le fil. Est-ce que vous voulez vous exprimer par rapport à la question qui a été faite justement géographiquement, côté Suède, Finlande et les conditions là-bas? Non, parce que j'en sais peu. Et William? Mais par rapport au code minier, je sais que le code minier français est en discussion également. Actuellement en France, je voudrais bien en savoir plus, parce que j'ai un peu suivi l'affaire
au Congo, RDC, Je pense que ça, République démocratique du Congo. C'est la table ronde 4 de cet après-midi, c'est ouais, ça, okay. qui va revenir dessus. Du coup, on va pouvoir prendre le temps. William, je ne connais pas le contexte des pays d'Europe du Nord, mais à mon sens, il serait intéressant de regarder ce qu'ils font. Justement, par exemple, du point de vue de l'exploration, il faudrait voir dans quelle mesure les pays d'Europe du Nord confient cette activité à des sociétés étrangères. Parce que l'exploration, c'est-à-dire que l'exploration elle-même doit être, à mon sens, une activité qui ne doit pas être confiée à des intérêts privés. Puisque, justement, ça implique ce genre d'abus, ou au moins elle doit être encadrée de manière très stricte. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, on a un nivellement par le bas en termes de régulation et de législation. C'est-à-dire que dans les pays africains comme latino-américains, et aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire que ce soit en Roumanie, en Grèce, en Espagne, eh bien, il y a des pressions pour que les standards en termes de cadres légaux se nivellent avec les standards minimaux qu'on observe ailleurs. Donc, les standards doivent être relevés et je pense que l'activité minière en tant que telle doit être une activité qui doit être publique pour être contrôlée de la meilleure façon possible. Est-ce que vous aviez un témoignage sur la question que j'allais poser, c'est est-ce que de la même façon que sur le nickel en Calédonie, vous aviez une contribution importante ou pas? Non, mais sur les pays scandinaves, mais est-ce que de la même façon, la personne dans la salle avait une contribution à faire, en fait? Je n'ai pas de retour précis, mais comme la France est soumise aux directives européennes, il y a un cadre environnemental qui est extrêmement strict, ainsi qu'un cadre de travail qui est extrêmement strict, comme ce qui serait le cas en France. Du coup, ce que je vous propose, c'est que moi j'ai fait le tour des questions qui m'ont été communiquées là, a priori, et du coup ce que je vous propose, c'est que ça va forcément continuer cet après-midi, notamment dans la table ronde 4, mais aussi sur la partie de la table ronde 3. Du coup, n'hésitez pas, comme je vous le disais, on doit quitter les locaux pendant la pause, mais à continuer les discussions, les échanges, c'est toujours un peu frustrant dans le contexte d'une grande salle comme ça. À tout à l'heure, merci.